Le ionogramme sanguin est un examen qui permet de quantifier les ions présents dans le sang, d'où son nom, ionogramme. On les appelle aussi des électrolytes ou encore des sels minéraux. Il permet aussi d'évaluer d'autres constituants qu'on verra tout à l'heure. Le prélèvement se fait généralement sur du sang veineux, mais il est aussi possible de le faire sur du sang artériel. Bon, je ne vais pas vous faire un cours sur la technique de prélèvement d'un bilan sanguin, on verra ça plus tard. Du coup, on passe sans plus attendre aux principaux éléments du ionogramme sanguin. Le sodium, symbole Na, est l'un des ions les plus manipulés par les infirmiers, que ce soit sous forme injectable ou comme soluté, pour les perfusions notamment. Quand on parle du taux de sodium dans le sang, on parle de natrémie. Les valeurs attendues pour le sodium sont de 133 à 143 millimoles par litre. Oui, il ne faut pas oublier l'unité, ça peut changer beaucoup de choses. Si je suis en dessous de sa valeur, je suis en hyponatrémie. Si je suis au-dessus, je suis en hypernatrémie. Bon, dans l'organisme, le sodium se retrouve surtout dans le milieu extracellulaire, donc à l'extérieur des cellules, et il intervient principalement pour maintenir la pression osmotique. Il est majoritairement éliminé par les reins, et on notera que sur le long terme, une hypernatrémie peut entraîner de l'hypertension. Le potassium, symbole K, est défini par la kaliémie. Ces normes sont de 3,5 à 5 millimoles par litre. On retrouve principalement le potassium dans le milieu intracellulaire. En dessous de ces valeurs, on parle d'hypokaliémie, au-dessus d'hyperkaliémie. Un déficit en potassium peut être provoqué par une insuffisance rénale ou une polyurie. A l'inverse, une surcharge en potassium au-delà de ces valeurs provoque rapidement des troubles cardiaques observables à l'ECG. Le calcium, c'est un peu mon préféré des ions, c'est celui qui est le plus présent dans le corps humain, environ 1 kg pour un adulte. Il a surtout de nombreux rôles, que ce soit dans la fonction nerveuse, la fonction musculaire, les mécanismes hormonaux, le processus de coagulation, partout. Le système de stockage pour le calcium se fait au niveau des os. En cas d'hypercalcémie, trop de calcium dans le sang, celui-ci va se fixer sur le tissu osseux. A l'inverse, s'il n'y en a pas assez dans le sang, hypocalcémie, il est prélevé dans les os. Les normes de la calcémie vont de 2,4 à 2,6 millimoles par litre. Il est éliminé par les reins et on peut en trouver également dans les selles. Une hypocalcémie est souvent due à une carence en vitamine D. Elle entraîne un désordre musculaire, des troubles neurologiques, un rachitisme chez l'enfant ou une ostéomalacie chez les adultes. Une hypercalcémie par contre est souvent due à une pathologie. Le calcium est intimement lié à un autre électrolyte, c'est le phosphore. En effet, lors du stockage ou du déstockage du calcium, il y a en même temps un stockage et un déstockage du phosphore, à raison de 2 atomes de calcium pour un atome de phosphore. Ça va être intéressant pour la suite. Le phosphore, justement, il intervient dans le fonctionnement des cellules, et notamment au niveau de l'ADN, de l'ARN, mais aussi de l'ATP et de plusieurs protéines. Les normes de la phosphorémie vont de 0,8 à 1,35 millimoles par litre. En dessous de ces normes, on risque un déséquilibre en lien avec le rapport calcium-phosphore, mais cela peut aussi impliquer une altération du nombre de globules rouges, de leucocytes, de plaquettes ou de cellules hépatiques. A l'inverse, en cas de hausse importante de la phosphorémie, celui-ci va se fixer sur les os, mais va entraîner avec lui le calcium et donc faire baisser la calcémie dans le sang. Toujours le problème d'association entre les deux. Le phosphore est majoritairement évacué par les reins. Le magnésium, très présent dans l'organisme, il intervient dans les réactions utilisant l'ATP, et donc principalement dans la contraction musculaire. Les normes du magnésium vont de 0,75 à 1 millimole par litre. En dessous, on parle d'hypomagnésémie et au-dessus d'hypermagnésémie. Si avec ça vous tapez pas le Scrabble ce week-end, je peux plus rien pour vous. Ce qui est intéressant avec le magnésium, c'est qu'il s'autorégule. En gros, s'il y a une petite baisse du taux de magnésium dans le sang, celui-ci va agir sur le système nerveux qui va corriger le tir. Et à l'inverse, s'il y a une petite hausse du magnésium, système nerveux, rééquilibration, blablabla. Attention cependant, s'il y a une vraie grosse carence ou au contraire un trop fort taux de magnésium, le rétrocontrôle ne se fait plus. On termine par le glucose qui n'est pas vraiment un sel minéraux. Enfin, pas du tout même. La glycémie évalue le taux de glucose, c'est-à-dire le taux de sucre présent dans le sang. Je l'ai rajouté ici parce qu'en plus des ions, il est constamment demandé avec les analyses sanguines et c'est un élément essentiel à constamment surveiller. Les normes de la glycémie vont de 3,6 à 5,5 millimoles par litre. Et la particularité, c'est qu'on le retrouve aussi très souvent exprimé sous forme de 0,8 à 1,2 grammes par litre. C'est d'ailleurs plus souvent en grammes par litre que les patients qui gèrent eux-mêmes leur glycémie vont parler. En général, il y a un tableau de conversion dans les services, donc pas de panique.
Voilà, c'est tout pour cette première fiche mémo, j'espère que ça a été à la hauteur de vos espérances. N'hésitez pas à me dire comment améliorer l'idée en envoyant un message sur Facebook, sur Twitter, en laissant un commentaire. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo autour de vous. Et en attendant de vous retrouver pour un prochain thème, je vous dis à bientôt.